Merci. Bien, tout d'abord, je voudrais remercier Emmanuel Hirsch d'avoir invité le TRT5 que je représente ici. En préambule, pour vous expliquer ce qu'est le TRT5, je vais vous raconter une histoire, l'histoire d'un voyage au pays de l'activisme. Vous savez que l'activisme, sa source, on dit que sa source est américaine. Il a été importé des États-Unis en ce qui concerne l'épidémie du sida fin des années 80, début années 90. Et finalement, l'histoire de ce collectif associatif, puisque c'est un collectif de 9 associations de lutte contre le sida, toutes très anciennes et toutes sur des territoires légèrement différents, mais qui avaient toutes un intérêt extrêmement fort pour la recherche clinique dans un contexte de pénurie et de pauvreté de solutions thérapeutiques, donc dans un contexte d'impasse thérapeutique. Ce collectif, il existe depuis 1992. C'est assez loin et en même temps assez près. Assez loin parce que les choses ont formidablement évolué depuis 1992, notamment sur le plan de la thérapeutique et des antirétroviraux, puisqu'on a un arsenal aujourd'hui puissant, efficace, tout du moins en France et en Europe, et ce n'est pas le cas dans les pays à faible revenu encore. Donc ça a formidablement évolué, mais quand le TRT5 s'est constitué, nous étions dans un contexte d'impasse thérapeutique. Je rappelle que le pic de la mortalité pour le VIH-Sida en France est 1994, et donc on dispose de quelques molécules, on pense à l'AZT, l'azidovudine, à la DDC, au Videx, mais qui n'étaient pas efficaces sur le long terme. Donc on est dans une courbe de croissance de mortalité. Il y a un contexte, que vous rappeliez tout à l'heure, il y a un contexte politique, médiatique, c'est-à-dire que c'est une épidémie qui a été très fortement médiatisée, pour ceux qui s'en souviennent, à partir du milieu des années 80. Il y a eu quelques scandales, on va pas revenir sur le scandale du sang contaminé. Il y a eu aussi des actions spectaculaires de certaines associations de lutte contre le sida qui cheminaient entre des appels à l'aide, des cris de révolte, avec une idée, une intuition qu'ont eu des premiers militants de la lutte contre le sida en 1983, rien à voir avec le TRT5, mais je vais vous lire l'un des items et vous allez comprendre pourquoi et en quoi ça s'articule avec la déclaration d'Helsinki. Donc 1983, les premiers cas de sida ont été identifiés à San Francisco en 1981, donc on a encore une méconnaissance du virus, de son fonctionnement, de la physiopathologie du sida. Et néanmoins, des personnes se réunissent et fondent une coalition des personnes atteintes du sida et dictent des principes qu'on a appelés principes de Denver. Et vous allez voir que ces principes sont fondateurs et sont toujours d'une étonnante modernité quand on les relit, et notamment quand on les croise avec les principes de la déclaration d'Helsinki. Ces personnes atteintes du sida, il est dit textuellement, ont droit à des informations complètes sur tous les risques et procédures médicales. Elles ont le droit de choisir ou de remettre en question leur modalité de traitement ou encore de refuser de participer aux tests sans pour autant mettre leur traitement en péril, ainsi que de prendre des décisions averties sur leur vie. À aucun moment dans cette déclaration de Denver, on ne fait référence à la déclaration d'Helsinki. Est-ce qu'ils l'avaient en tête? Est-ce qu'ils l'avaient lu? Est-ce qu'ils s'y sont référés? Je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut le savoir. Néanmoins, je trouve que d'emblée, le problème est bien posé. Alors, il y a un certain nombre d'autres principes que je ne vais pas vous énumérer dans les principes de Denver, mais qui constituent l'acte fondateur, la déclaration fondatrice de l'activisme. Et très vite, donc, on a des personnes qui décident, pour faire court, de ne pas baisser les bras, et qui, bien qu'ils n'étaient pas de formation scientifique, médicale, décident de s'atteler et de s'intéresser aux questions des traitements. Alors, en 83, il n'y avait pour le coup rien, mais en 92, en ce qui concerne le TRT5, acceptent de relever le défi de se confronter à une information ardue, difficile d'accès, l'information scientifico-médicale. Et là, ça peut paraître maintenant évident a posteriori, on peut se dire... Oui, il est de bon ton et c'est vraiment bienvenu que les patients s'intéressent à leur pathologie, aux traitements qu'ils prennent, pas simplement sur le bon usage de médicaments, mais comment fonctionne leur traitement, etc. etc. C'était loin d'être une évidence à l'époque. Et ça a été, je crois, à la fois, ça relevait d'une intuition, mais c'était aussi poussé, il faut bien le dire,
par ce contexte de mortalité importante et la recherche thérapeutique représentant le seul et unique espoir d'une perspective de survie à moyen terme. On ne parlait pas de long terme à ce moment-là, mais à moyen terme. Donc le TRT5 est né dans ce contexte si particulier, et il y a une chose importante à dire, c'est qu'il est né, il a été conçu, fondé, animé dès le début par des personnes atteintes, des personnes qui vivaient avec le VIH-Sida, et qui ont décidé, comme je disais, de se confronter à cette opacité de la recherche thérapeutique, opacité au sens de nous n'y comprenions rien, ou pas grand-chose. Le TRT5 a su pourtant s'entourer, dès le début de son existence, d'experts extérieurs. Il y a même eu des médecins au TRT5, il y a eu des pharmaciens, il y a eu des professionnels de santé de tout genre, mais le cœur fondateur et le cœur animateur et activiste du groupe étaient des personnes atteintes. Avant, comme je le rappelais tout de suite, l'accès à la recherche thérapeutique, c'était l'unique moyen d'avoir accès aux molécules, avoir accès à des traitements non encore efficaces, mais qui prolongeaient la survie. On parle de survie à moyen terme. Et là, c'est posé une question, très vite, celle de la frontière entre la recherche et les soins, qui, du point de vue des patients, n'était pas vraiment établie, et même du point de vue de certains cliniciens, qui, face à l'impuissance à traiter leurs patients et les voir mourir, jeunes, dans des conditions dramatiques, difficiles, extrêmement difficiles, eh bien, cette frontière entre les golden standards de la recherche et les besoins immédiats de ces patients du TRT5 et des associations membres du TRT5, disant « nous sommes prêts à prendre des décisions, la décision éclairée de participer à des essais thérapeutiques pour lesquels nous n'avons aucune garantie d'efficacité, etc. Mais c'est une décision, parce que nous estimons que nous sommes, comme il est dit dans les principes de Denver, nous sommes souverains et nous avons le droit de disposer de nous-mêmes. » Quand on dit ça, une fois de plus, aujourd'hui, on voit que ça soulève tout un tas de questions. Le droit à disposer de soi-même, voire à prendre un risque, ou surtout à vivre avec des effets indésirables importants lors de ces premiers essais thérapeutiques, où on faisait des essais d'ajustement de dose. Je me souviens d'une molécule qui avait été prescrite à 1200 mg à ce moment-là, et qui est prescrite à 100 mg aujourd'hui par jour, et qui est plus prescrite en traitement principal. Juste pour vous donner une idée que ces animateurs vivaient aussi avec ces effets indésirables, les expérimentaient, les vivaient dans leur corps au quotidien, et que néanmoins, cette notion d'engagement dans la recherche, aux côtés des médecins investigateurs, aux côtés des promoteurs d'essais, aux côtés des pouvoirs publics, en montant des alliances, c'est-à-dire parfois en interpellant les pouvoirs publics sur la trop lente mise en place d'un essai, parfois interpellant les investigateurs dès lors qu'un essai en cours donnait des résultats extrêmement prometteurs, mais que la date de clôture de l'essai était à plus 12 mois ou plus 24 mois, mais que néanmoins certains patients allaient mieux, eh bien, interpeller l'investigateur en disant « nous voulons ces molécules tout de suite pour le plus grand nombre, puisqu'elles démontrent déjà leurs effets », ce à quoi, évidemment, les investigateurs répondaient que, selon les critères de la recherche, la démonstration n'avait pas été faite. Donc, effectivement, la question de cette frontière entre recherche et soins n'était pas clairement établie. Et ce qu'il faut dire, ce qui m'a frappé en relisant certains principes de la déclaration d'Helsinki, c'est qu'elle s'adresse à vous, médecins. C'est-à-dire que, en miroir, où est le miroir des patients, dont on a commencé un peu à parler et dont on va parler dans ces sessions, où est le miroir patient? C'est-à-dire que, aussi bien rédigés soient-ils, les principes de la déclaration d'Helsinki, on peut s'interroger sur leur caractère opérationnel dès lors que le patient n'est pas convié, comme il l'est maintenant dans les protocoles de consentement éclairé, mais quand il n'est pas convié de manière judicieuse, intelligente, à la mise en pratique de ces principes. Et là le TRT5 a pris une position très classique, extrêmement pragmatique. C'est ce qu'on a appelé un peu la théorie de la dépendance mutuelle. Vous, chercheurs, médecins, investigateurs, avez besoin de nous, patients, pour tester ces molécules. Ou vous, industriels, avez besoin de nous pour tester vos molécules. Nous, patients, avec une espérance de vie très courte, nous avons besoin de vous pour tester ces molécules, puisque c'est notre seule chance de survie. Et là, s'est ouvert un espace de discussion, un espace de dialogue, qui était radicalement nouveau, et je crois qui est
un peu l'espace, le code génétique, si je puis dire, de la démocratie sanitaire et la loi de 2002, dont on dit qu'elle est fortement inspirée par la lutte contre le sida. Mais là s'ouvre un espace de dialogue, un espace de partenaires. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire nous étions dans un monde optimiste, de béni oui-oui, de consensus total sur tous les sujets? Pas du tout. Pas du tout. Ça veut dire que simplement, on a évoqué tout à l'heure la notion de responsabilité, c'est-à-dire que les patients ont pris leurs responsabilités en disant oui, certains essais sont risqués, oui, certains essais donnent des effets indésirables difficiles à supporter, oui, il n'y a absolument aucune garantie, et les premiers essais n'avaient vraiment aucune garantie de survie à long terme, mais nous prenons nos responsabilités tout simplement pour faire avancer la science. Ça paraît bête, mais aujourd'hui, ça paraît évident, cette solidarité, cette citoyenneté de participation à la recherche thérapeutique. Ça ne l'était pas du tout à ce moment-là. Et c'était donc participer à ces essais pour soi-même, augmenter sa survie, mais pour les autres, ceux qui viendront après et qui bénéficieront de cet engagement aujourd'hui de nos vies, de nos corps, dans ces protocoles de recherche. Alors, quand je dis on n'était pas dans un monde totalement consensuel, c'est qu'effectivement, on a parlé de la relation de confiance juste avant la pause. De quelle confiance s'agissait-il? J'ai envie de dire que ces associations du TRT5 se sont donné des règles du jeu, non pas sous l'angle du droit, et je n'ai pas vu dans les écrits, dans la littérature, des références à la déclaration d'Helsinki. Alors, une fois de plus, est-ce qu'elle était dans les têtes? Est-ce que certains animateurs, certains activistes s'y sont référés? On ne sait pas, mais il n'y a pas de déclaration explicite. Comme si, d'une certaine manière, cette déclaration d'Helsinki, dont je dis elle s'adresse à vous, médecins, ne leur était pas adressée. Néanmoins, des notions comme le droit à disposer de soi-même, le droit de refuser un essai, de quitter un essai en cours de route, le droit de critiquer cet essai au sens d'avoir un regard critique sur le design de l'essai tel qu'il se monte, au sens de est-il une priorité dans le contexte actuel? Est-il vraiment au bénéfice de l'intérêt des patients in fine, ce qui est le critère qui prévalait sur tous les autres critères? Eh bien, voilà quelles étaient un peu les règles du jeu que le TRT5 a négocié, a parfois imposé, il faut bien le dire, à certains de ses interlocuteurs. Je pense à certains industriels, je pense au pouvoir public, je pense à certains communiqués de presse, à des actions spectaculaires, avec, il faut bien le dire, un soutien des médias qui n'est plus là aujourd'hui. Alors l'activisme thérapeutique, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, s'est imposé pour désigner une volonté de débattre. Débattre, chercheurs, patients, investigateurs, patients, industriels, patients, pouvoir public. Et le TRT5 est aujourd'hui au cœur, finalement, d'un système relationnel de débat qui implique la NSM, qui implique beaucoup la NRS, l'Agence nationale de recherche contre le sida et les hépatites, qui implique la Direction générale de la santé, qui implique les industriels, qui implique donc une forte représentation des acteurs de la lutte contre le sida, des agences publiques qui travaillent sur le sujet ou qui ont à travailler sur le sujet, mais aussi de l'industrie. Débattre, mais aussi influer. Influer, ça veut dire quoi? C'est que quand on parle d'activisme, on parle de lobbying, au sens de faire pression. Et je reviens tout à l'heure sur le distinguo par rapport au consentement éclairé. Ce que j'ai retenu, c'était le distinguo entre information et communication. Le TRT5, très vite, s'est posé en position de dire « nous allons faire circuler l'information, c'est vital, au sens propre du terme, de la communauté scientifique vers les patients, informer les patients des essais qui se préparaient, des essais en cours, pourquoi, comment, quels bénéfices, mais aussi de faire remonter cette info de la perception des besoins, des attentes des patients vers la communauté scientifique. » Alors vous allez me dire, est-ce que n'était-ce pas deux mondes hermétiques, cloisonnés? Comment pouvaient-ils parler le même langage? Arrivaient-ils à s'entendre et à se comprendre? Eh bien, j'ai presque envie de dire miraculeusement oui. Et miraculeusement parce que c'était tout à fait nouveau et innovant, mais pas seulement miraculeusement parce que ça a été d'abord beaucoup de travail, d'investissement, d'engagement, de gens dont le pronostic vital était compromis à court terme et qui se disaient « le peu de temps qui me reste à vivre, eh bien, je vais donner mon énergie dans ces actions, dans ces interpellations et pour faire avancer la recherche. » Donc on voit bien qu'on oscille selon les moments entre des partenaires avec qui on a des débats, des partenaires qu'à certains moments on va
influencer, des partenaires à qui on va s'opposer si le design d'un essai est jugé peu pertinent ou n'est pas jugé par une priorité du point de vue des associations de malades. On voit bien qu'on aussi, c'est une relation extrêmement riche et complexe et qui est aussi entre différents registres. La même chose avec l'industrie pharmaceutique, mais avec une tonalité, je dirais, globalement plus agressive ou plus interpellative, plus directe, parfois plus violente, même si c'est toujours resté que verbal. Alors, débattre et influer, donc il y a une zone d'intersection, une zone de friction entre différents mondes, celui de la recherche, celui des patients. Et quand je disais que c'est l'ouverture d'un espace, cet espace, il a permis de faire avancer les choses vite, puisqu'on sait que les résultats de la recherche thérapeutique pour le VIH-Sida sont exemplaires de rapidité et d'efficacité, et qu'on peut aujourd'hui se féliciter, se réjouir des résultats qui permettent aux patients vivant avec le VIH, tout du moins pour les plus récents, d'avoir une espérance de vie comparable à la population générale. Alors, dans la déclaration d'Helsinki, pour revenir sur cette notion de consentement éclairé, nous parlons, nous, au TRT5, de décision éclairée. Pourquoi ? Spontanément, et dès que ce terme de consentement éclairé est arrivé dans les discussions, dans les échanges entre les investigateurs, les promoteurs d'essais, l'industrie, les agences publiques et le TRT5, consentir, il y avait une notion perçue d'acceptation. Je consens, j'accepte. Or, ce que disaient les activistes et les personnes atteintes, ils disaient « mais je n'accepte pas d'entrer dans un essai. Je décide d'entrer dans un essai. Par rapport à quoi ? Par rapport à ce qu'on m'a expliqué, par rapport à ma propre évaluation des bénéfices-risques, sur la base des échanges que j'ai eus avec les médecins investigateurs, sur la base de mon ressenti, ai-je l'énergie d'y participer, ai-je envie, mes proches sont-ils d'accord, etc. Il y a donc une multitude d'arbitrages qui arrivent à un processus décisionnel et non pas un processus de consentement. Une fois de plus, ça peut paraître anecdotique, mais je crois que quand on parle aujourd'hui de cette notion de patient acteur de sa santé, acteur de son parcours de soins, eh bien, quand on est acteur de sa santé et de son parcours de soins, on décide des choses. Ou alors, on n'est pas vraiment acteur. On est suiveur, on est consensuel, on est parfois mutique et on ne pose pas toujours les mêmes questions, mais on n'est pas vraiment acteur. Quand cette notion de décision éclairée est apparue, ça a entraîné en cascade cet espace dont je parlais, espace de négociation. Quand on décide quelque chose ou qu'on pense être en mesure de pouvoir décider, d'avoir les éléments, eh bien, à la différence du consentement, ça ouvre un espace de négociation avec le médecin prescripteur, celui qui vous parle de cet essai, qui vous l'explique, etc. Et à ce titre, on l'a évoqué ce matin, mais la communication médecin-patient à ce moment-là ne sera à jamais irremplaçable. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais substituer une notice aussi bien faite, avec le défi en termes de registre linguistique, de niveau de discours, d'angle rédactionnel, en fonction de la diversité du capital socioculturel des patients entrant dans les essais. Eh bien, on ne pourra jamais substituer cette notice d'information à la relation et à cette pédagogie. Alors, oui, il y a cette notion de confiance, mais d'une manière très pragmatique, le TRT5 attendait une clarté, une capacité pédagogique pour alimenter cette décision de participer. Évidemment, très vite, le TRT5 s'est intéressé aux notices, à leur intelligibilité, et une fois de plus, on a fait de grandes avancées, c'est-à-dire que quand on relit des notices de 95, 96, même jusqu'en 2002, elles étaient littéralement formulées dans un langage scientifique totalement incompréhensible pour le commun des patients n'ayant pas de formation scientifique. On voit aujourd'hui, on participe à un nombre important de relectures de notices avec l'agence, la NRS, et on voit très clairement que ça a avancé. C'est-à-dire que notre travail aujourd'hui par rapport aux notices est bien moins important. Néanmoins, est-ce qu'on pense que c'est gagné et qu'on pourrait se dire, bah, voilà, on a fait notre job, les notices aujourd'hui, elles sont claires, on se désengage? Pas du tout, parce qu'on pense qu'une vigilance est toujours nécessaire et que de temps à autre, des notices circulent totalement incompréhensibles. Est-ce un accident? Est-ce un manque de temps? Est-ce, etc. Néanmoins, on peut l'observer. Voilà. Alors, on exerce aussi une veille éthique et critique sur les projets d'essai, c'est-à-dire que ce premier chantier des notices qui était de dire des patients activistes aident d'autres patients à expliquer, à comprendre
les essais, comment ils fonctionnent, ce qu'est un essai, ce qu'on peut en attendre, pas en attendre, les risques, etc. Eh bien, ça a été un peu la porte ouverte pour s'intéresser au design des essais et opérer un travail critique et de dire l'intérêt d'un essai ne doit pas omettre cette dimension de l'intérêt pour les patients, mais du point de vue des patients. D'un point de vue qui se croise avec le point de vue de la communauté scientifique qui pense qu'effectivement tel essai et tel design sont justifiés. À cet égard, on a, juste pour vous donner un exemple et pour terminer, on a mis en place un service, un programme qui s'appelle Optis, qui se propose d'accompagner des patients participant à l'essai 147 de l'ANRS, qui était un essai de traitement en primo-infection, donc la toute première période de contamination. Et on peut dire que ça a été un succès, c'était une première. L'idée est la suivante, c'est de dire la notice de consentement éclairé, très bien, mais finalement ce n'est qu'une étape de tout un processus. D'une étape pédagogique en amont de l'essai, avant même d'avoir été exposé, si je puis dire, ou lecteur de la notice de consentement éclairé, mais c'est pourquoi cet essai ? Comment va-t-il se dérouler ? Quel intérêt ? Tout ce travail critique, pédagogique, explicatif de l'essai. Ensuite, évidemment, le travail des relectures. Et puis après, pendant l'essai et après. Et ce programme Optis mis en service avec SIDA Info Service et son réseau d'écoute téléphonique a été le suivant. C'était de dire, les patients qui rentrent dans cet essai NRS pourront bénéficier d'un accompagnement via des écoutants de la ligne de SIDA Info Service, formés scientifiquement et techniquement sur cet essai, c'est-à-dire qu'ils connaissent vraiment sur le bout des doigts les arcanes de cet essai, son montage, etc., et qui vont pouvoir accompagner les patients, mais à toutes les étapes. Et vous voyez que là, on s'éloigne un petit peu de ce moment clé qu'est le consentement éclairé pour se dire, ça se prépare avant et ça continue après. Et ce processus, il s'étale dans le temps et on aimerait, si possible, reproduire cet essai, ce service Optis. Juste pour vous donner une idée, 56% des patients ayant participé à l'essai OptiPrime 147 de la NRS ont eu recours à ce service Optis. Nous sommes en cours d'évaluation sur le type d'interpellation, de demande, de questions. Voilà, donc vous voyez, c'est un exemple très concret sur comment des associations de malades ont pu, via un activisme, faut vraiment ce mot est très important, c'est pas simplement des actions isolées, c'est pas simplement une manière de penser, c'est une manière d'être engagé, comment elles ont pu participer, influer, collaborer, soutenir, enrichir, bénéficier de la recherche. Merci beaucoup. Bien que le temps ait été largement dépassé, il fallait vous entendre jusqu'au bout sur cet activisme. Je pense qu'effectivement, ces associations démarraient alors que les déclarations d'Helsinki, à l'époque, étaient encore assez muettes sur ce domaine. C'est qu'elles ont évolué, qu'elles étaient parties d'initier, qu'elles ont éliminé progressivement ce qui faisait consensus, c'est-à-dire les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale. Et maintenant, elles s'étendent à des problèmes, heureusement, moins dramatiques sur le plan des événements, mais d'autant plus profond puisqu'il s'agit de la santé de chacun. Je pense que cet activisme est intéressant. Je suggère à Xavier Do, pour son année prochaine d'activité, de faire en sorte qu'il y ait un activisme et que ça ne reste pas, l'AMM ne fonctionne pas sur des déclarations successives et des amendements successifs de la déclaration d'Helsinki, uniquement en vase clos comme actuellement, c'est-à-dire des professionnels de santé représentant sans doute 108 nations, mais il y a des continents qui sont sous-représentés et il y a aussi les patients qui ne sont pas vraiment représentés. Donc tu as une lourde charge devant toi. Bravo. Je dois dire qu'il y a un comité d'interface ANSM, association de patients, qui a été créé. Ce sujet n'était pas à l'ordre du jour. A priori, il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas un jour. Mais voilà, il y a un comité d'interface, Dominique Marinaki pour en parler. Pour l'instant, à l'AMM, on n'a pas rencontré les patients. Je pense que c'est urgent de le faire.